Lignée de ce que François vient de vous présenter, je vais vous présenter une approche qu'on a faite dans le but d'estimer les besoins de base à partir de mesures faites au champ. Donc les mesures qu'on a faites, c'est des mesures de carbonate résiduel. Je vais vous présenter les travaux, les résultats qu'on a obtenus. Clic. Alors, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de revenir sur les stratégies de déclenchement d'un cholage et les doses actuellement parce que c'est en lien avec la question qu'on se pose, mais je vais y revenir très rapidement parce que ça a été évoqué ce matin. Donc l'enjeu, c'est de trouver le compromis de à quelle valeur de pH se trouver entre un niveau de pH seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre et un niveau de pH maximal au-dessus duquel il ne faut pas monter. Donc clic. Donc sur une parcelle, si on suit son évolution, l'évolution de son pH au cours du temps, donc là on prend une parcelle qui pour débuter à un pH faible, donc acide, très acide. Donc là, on est en stratégie de cholage de correction où le but, c'est de remonter très rapidement, le plus rapidement possible, au-dessus du pH seuil. Donc quand on a fait ça, grâce à des apports d'amendements, on constate naturellement l'acidification du sol et le pH qui a tendance à redescendre. Et donc là, clic, on rentre dans une deuxième phase de stratégie, donc du cholage d'entretien, où l'enjeu est de rester entre ces deux valeurs de pH, seuil et maxi. Donc tout ce raisonnement est décrit dans la brochure Comifère, où vous retrouvez les différents seuils préconisés. Et donc pour se retrouver dans ces seuils-là, le but c'est de calculer des doses d'amendement à apporter. Donc dans la brochure Comifère, vous retrouvez les conseils de calcul de doses pour des situations dans le cadre de redressement ou dans le cadre d'entretien. Donc vous retrouvez là ce que François vous a présenté avec les indicateurs qui sont utilisés, donc le pHO et des indicateurs de pouvoir tampon. Ici, c'est un tableau qui représente des calculs de doses en valeur neutralisante en fonction des CEC Medsun des parcelles qu'on pourrait retrouver. Donc là, c'est la stratégie en cas de redressement quand on veut augmenter rapidement le pH pour revenir au-dessus du seuil mini. Et en situation d'entretien, la stratégie, c'est de suivre régulièrement son évolution de pH, donc la vitesse d'évolution qui dépend des pratiques culturales et qui peut dépendre des types de sols, pour déclencher un amendement si besoin. Donc la question qu'on s'est posée avec des essais récemment conduits, c'est de savoir si ces préconisations de doses en valeur neutralisante, on les retrouvait en suivant des carbonates résiduels au champ. Donc clic. Donc les carbonates résiduels, qu'est-ce que c'est? Alors j'attends que la diapo passe, j'ai un peu un laps de temps. Donc les carbonates résiduels, c'est une mesure de carbonate restant dans le sol après un apport d'amendement basique. Et donc cette mesure nous permet de connaître combien de carbonate il reste au sol après un certain temps après l'apport de cet amendement. Et en calcul, on peut aussi calculer combien de carbonates ont été dissous. Donc, ce qui peut nous permettre de calculer les taux de dissolution des carbonates. Donc ça a été rendu possible par une méthode développée et qui a été décrite par Jean-Yves Balito de la SADEF. Donc ça a été décrit lors des rencontres Comifère-GEMAS en 2013. Donc c'est une adaptation de la méthode des carbonates totales dans un sol, où là l'enjeu, dans la mesure des carbonates résiduels, c'est de mesurer des quantités beaucoup plus faibles de carbonates dans le sol. Donc il faut une précision très importante de la qualité de mesure, à la fois de la qualité de mesure, donc avec du matériel de mesure beaucoup plus précis, une très grande importance accordée à l'homogénéisation et au broyage des échantillons de sol. Et il faut aussi une grande précision dans l'échantillonnage au champ. Du coup, cette méthode a été validée, donc c'est le graphique que vous voyez ici, donc avec une relation entre des carbonates apportés, des carbonates mesurés grâce à cette méthode au laboratoire qui est très bonne. Et on a une limite de quantification donc, qui a été présentée en 2013 à 220 mg de carbonate par kilogramme de terre et qui est passé, donc là j'ai écrit 40, mais 40 c'est vraiment dans les meilleures situations, on est plutôt autour de 100 mg de carbonate par kilogramme de terre aujourd'hui. Donc une bonne précision qui nous permet de suivre les carbonates restants ou dissous dans le sol, dans les essais. On clique. Donc cette méthode a déjà été utilisée, notamment pour étudier le devenir de différents amendements minéraux basiques au champ. Donc on s'était intéressé à la dissolution en fonction de la finesse des amendements,
en fonction du pH eau initial sur les parcelles. Donc ça, je ne vais pas représenter ces résultats, mais ils ont déjà été présentés lors des rencontres comifères en 2013. Et les conclusions qui étaient sorties grâce à ces mesures de carbonate, c'était donc un effet de la granulométrie des amendements sur la vitesse de dissolution. Donc plus les amendements sont fins, plus on a une dissolution rapide. Un effet du pH, et on avait également un effet avec une forte interaction du travail du sol. Donc quand on avait un travail du sol, même quelques années après des apports, s'il n'était pas complètement dissous, on voyait une reprise de la dissolution. Donc ça a aidé au choix des amendements, donc vraiment des choses importantes acquises grâce aux mesures des carbonates résiduels. Et donc là, aujourd'hui, ce à quoi on s'est intéressé, c'est de voir si on retrouvait au champ cette relation linéaire entre l'évolution du pH et la dissolution des carbonates, mesurée grâce aux carbonates résiduels. On clique. Du coup, on a fait ces mesures dans 4 essais qu'on a conduits donc à Arvalis et avec des partenaires. Donc, ces 4 essais qui n'avaient pas forcément l'objectif de suivre l'évolution des carbonates résiduels en fonction du pH. Vous avez les différents objectifs et thématiques qui sont repris dans le tableau ici. Donc, le premier essai, c'est un essai sur l'implantation de la luzerne. Donc, mon collègue vous présentera les résultats tout à l'heure. Mais moi, je vais me concentrer sur la mesure des carbonates dissous dans cet essai. Il y a eu un essai sur la fréquence des apports d'amendements et 2 essais sur les types d'amendements. Donc, sur ces essais, constater, c'est qu'on a différents types de sols, différents pH initiaux et 2 groupes de CEC Medson. Donc, une CEC Medson autour de 5 pour les 2 premiers essais et une CEC autour de 10 pour les 2 autres essais. Donc, on avait des profondeurs d'incorporation des amendements entre 10 et 15 cm de sol. On clique. Du coup, je pourrais vous présenter les résultats pour les 4 essais, mais vu le temps disponible, je vais vous présenter ceux sur les 2 derniers essais ici. Donc, la première chose ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'évolution du pH au cours du temps. Donc, sur les 2 essais de Saint-Jean-de-Brévelay et La Jaillère. Donc, les différentes courbes, les différentes couleurs, c'est les modalités qui ont été testées. Donc, les différents types d'amendements, donc en fonction de la forme d'amendement, et 2 doses pour chacun des amendements. Et vous retrouvez en rouge le témoin. Clic. Et donc, sur ces essais, en même temps qu'on a mesuré le pH, on mesurait les carbonates dissous. Donc, normalement, on va voir apparaître le graphique avec les carbonates dissous. Voilà. Donc là, vous avez représenté pour chaque mesure au cours du temps, donc en nombre de jours après l'apport, le pourcentage de CaCO3 dissous en fonction de la quantité apportée initialement. Et donc, on a mis en relation l'évolution du pH, donc l'écart de pH entre l'état initial et la date de mesure, et la proportion de carbonate dissous. Clic. Du coup, c'est ce que vous voyez normalement sur le graphique qui apparaît. Ah non, j'ai oublié une étape. On a quand même choisi, donc pour mettre en évidence cette relation, on a sélectionné des points sur la période sur laquelle le pH augmentait. Donc, vous voyez ici la sélection des points qu'on a effectués. Et du coup, clic, vous voyez apparaître sur le graphique la relation entre l'écart de pH, donc sur chacun de ces essais, et la quantité de carbonate dissous. Donc, on retrouve une relation linéaire, comme le montrait François tout à l'heure. Donc là, sur des essais au champ, une relation qu'on retrouve quelle que soit la dose et quel que soit le type d'amendement apporté. Donc j'ai quand même entouré sur les 2 essais certaines données qui sont les points en violet, qui représentent les amendements les plus grossiers, où on a une dispersion plus importante qui en fait est due à la difficulté de la mesure de carbonate résiduel quand on a des amendements plus grossiers. On clique. Du coup, quand on remet donc les donc on exprime maintenant les carbonates dissous en kilos de CaO par hectare, donc ce qui revient à exprimer en valeur neutralisante. Et donc on constate bien cette relation linéaire donc sur les 2 sites et sur les 2 essais pris individuellement, avec un très bon R carré pour des essais au champ. Et on constate que sur ces 2 essais, on a le même coefficient
entre les deux essais qui sont différents, sur des sols différents. Clic. Du coup, je vous ai remis ici donc les graphiques obtenus. Donc, on a mis en œuvre la même méthode sur les 4 essais sur lesquels on avait des mesures de carbonate résiduel. Et on a constaté qu'on retrouvait bien cette linéarité entre les carbonates dissous et l'écart de pH par rapport aux témoins. On retrouve bien cette linéarité pour les 4 essais, mais avec des pentes qui peuvent être légèrement différentes. On clique. Du coup, on a représenté ces valeurs sous forme de tableau. Alors, peut-être que vous reconnaissez le mode de présentation qui ressemble aux présentations des documents du comifère avec une valeur neutralisante et un écart de pH obtenu grâce à la quantité d'amendements apportés qui représente cette valeur neutralisante. Donc là, sur chaque ligne, vous avez chacun des essais. Donc, on constate qu'il y a une différence d'écart de pH en fonction de la valeur neutralisante en fonction des essais. Mais derrière ça, il y a un effet masse de terre fine qui est important à prendre en compte. Donc, entre les essais, on n'a pas la même masse de terre fine donc, prise en compte. Donc, on n'avait pas la même profondeur d'incorporation des amendements. Du coup, pour pouvoir regarder les mêmes choses entre les différents essais, clic, on a fait une transformation pour arriver à la même masse de terre fine. Donc, on a pris la valeur de 1500 tonnes de terre fine par hectare. Clic. Donc, ce qui représenterait en moyenne entre 10 et 15 cm de profondeur d'incorporation en fonction des types de sols. Du coup, ça nous permet de comparer les essais entre eux. Et donc là, je vous ai mis le graphique donc des relations entre l'écart de pH et les carbonates dissous. Donc sur les 4 essais, et on constate 2 groupes d'essais. Donc les 2 premiers essais du tableau ici sont les 2 premiers essais du graphique. Donc c'est les 2 essais avec la CEC Medsun autour de 5 et les 2 autres essais, la CEC Medsun autour de 10. Donc on constate 2 groupes d'essais qui ici se distinguent en fonction de la CEC Medsun qui traduit derrière sans doute le pouvoir tampon du sol. Clic. Et donc, on a fait donc les calculs de doses en fonction des équations obtenues pour différentes masses de terre fine, ce qui derrière nous permettrait de calculer des doses de valeurs neutralisantes à apporter. Donc, en fonction, ici, chaque équation représente un essai, donc en fonction de l'essai et en fonction de la profondeur d'incorporation des amendements. Vous voyez sur les valeurs les plus élevées de masse de terre fine qu'on augmente un peu moins le pH à dose équivalente d'amendement par rapport à une masse de terre fine plus faible. Bah, tout simplement parce qu'on dilue plus l'amendement dans la profondeur de sol sur laquelle on l'incorpore. On clique. Et donc, si on représente les résultats de ces équations sous un format de tableau, donc le même format là que ce qui est présenté dans les brochures comifères de préconisation d'apport. Donc, grâce à ces essais, ça nous permet d'obtenir des préconisations donc en valeur neutralisante en fonction de la CEC. Donc, ici, on a fait des groupes de CEC Medsun de 5 et un autre groupe de CEC Medsun de 10. Et donc, on arrive à préconiser des valeurs neutralisantes pour augmenter le pH d'une certaine valeur et en fonction de la masse de terre fine en tonnes par hectare qui peut représenter donc, la profondeur d'incorporation. Et donc, si vous regardez donc, le tableau qui est apparu ici, c'est des préconisations, donc c'est des préconisations moyennées du tableau que je vous ai présenté en tout début de topo. Donc, quelle quantité de valeur neutralisante apporter donc, qui est présentée en fonction de la CEC. Et donc là, c'est des préconisations pour des sols labourés autour de 0,25 cm et pour des augmentations de 0,5 unités. Et donc, si on regarde sur notre tableau, donc 0,25 cm, c'est environ, on pourrait dire, 3000 tonnes de terre fine par hectare. Donc, si on regarde sur la première classe donc une CEC de 5, donc sur le conseil du tableau en bas, vous aviez 700 valeurs neutralisantes pour augmenter 0,5 points. Et donc, si on reprend 3000
3000 tonnes par hectare, 0,5 points, donc c'est la valeur entourée de 0,48, il faudrait apporter 1000 valeurs neutralisantes. Donc une valeur un peu plus élevée que les préconisations actuelles. Et si on regarde pour la CEC Medsun de 10, pour augmenter 0,5 points à 3000 tonnes de terre fine, on serait autour de 2500, donc là, plus proche que des valeurs neutralisantes diffusées actuellement. Clic. Du coup, pour conclure sur cette présentation, donc c'est des premiers résultats acquis sur 4 essais au champ, donc, qui ont été obtenus grâce à la pertinence des mesures de carbonate résiduel pour évaluer l'effet des apports d'amendements à différentes doses et la pertinence de ces mesures qui est notamment permise grâce à un seuil de quantification qui est faible. Clic. On peut faire apparaître tout sur la diapo, ça sera plus simple. Donc, on constate que l'importance de la mesure très fine de ces carbonates résiduels, donc du coup, c'est des mesures qui peuvent être faites que dans le cadre d'expérimentation et pas en routine au champ. Et donc, dans les essais qu'on a conduits, ça permet de prendre en compte la profondeur d'incorporation des amendements. Pour essayer de préconiser des doses en fonction de la profondeur d'incorporation. En ayant en tête que sans doute l'incorporation superficielle, on aura une qualité de mélange avec un labour, donc ça c'est sans doute à creuser dans les préconisations à suivre. Et pour aller plus loin, donc, il faudrait qu'on puisse augmenter le jeu d'essais, notamment pour avoir des essais avec des CEC supérieurs à 10, pour voir ce que ça donne en termes de valeurs neutralisantes obtenues grâce à cette méthode. Et pour aller plus loin, il faudrait aller jusqu'à la validation de ces équations, donc si on pouvait sur un jeu de données plus important, et pour aboutir à un modèle de calcul de dose, donc qui permettrait à partir d'un écart de pH souhaité, en fonction de la CEC Medsun du sol, de la profondeur d'incorporation, on pourrait envisager de calculer une valeur neutralisante plus précise. Et pour reboucler avec ce que François a présenté tout à l'heure, pour faire le lien entre les deux présentations, donc il faudrait aussi pouvoir, donc on va essayer de le faire, de tester les deux propositions présentées par François sur ces essais qu'on a conduits et pour lesquels on a des valeurs précises pour pouvoir comparer les approches et voir ce que ça donne. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Hélène. Donc nous allons pouvoir passer à une phase de questions-discussions. Donc Stéphanie.